Avant de commencer, de vous parler peut-être de mon burn-out, j'aimerais encore me présenter, si vous voulez, sommairement. Donc effectivement, je suis responsable ressources au service des autoroutes de Fribourg. Ça englobe les ressources matérielles, les ressources financières et aussi les ressources humaines. Et je suis responsable depuis le 1er mars 2007. De ce fait, je m'occupe essentiellement donc, de ressources humaines. Pour moi, c'est, je dirais, presque une passion parce que c'est le contact avec les autres. Et puis c'est vrai que j'ai la lourde charge de gérer plusieurs millions par année. L'année passée, c'était environ 60 millions, l'année d'avant 55, on a un petit peu moins cette année parce que le bureau va disparaître à la fin de l'année 2010. Donc effectivement, on nous donne un petit peu moins d'argent pour les années à venir. Comme formation, j'ai fait une formation d'apprenti du commerce au sein d'une banque. On a entendu parler régulièrement depuis une année maintenant, qui a fait des magnifiques choses, n'est-ce pas, aux États-Unis, en France, enfin, etc. Et puis, ensuite de ça, après avoir obtenu mon CFC, je me suis tourné vers les transports internationaux. Je me suis dirigé vers une maison de transport qui n'existe plus maintenant, s'appelle Danza Cessa à Genève. Et puis, là, j'ai été formé comme transitaire, donc dans l'import-export. Et grâce à Danzas, j'ai pu aller aussi une année en Angleterre en 1985, ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Ensuite, de retour en Suisse, j'ai travaillé quelques mois chez eux et ensuite j'ai été engagé dans une maison américaine, c'est eux qui sont venus me chercher. Et là, j'y suis resté seulement 9 mois. Parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Et j'ai eu une opportunité de revenir dans la région, ici, dans le canton, et de pouvoir venir à ce moment-là à Villars-sur-Glâne, où j'ai pu vendre des assurances dans une grande compagnie qui s'appelle Swiss Life. Après avoir passé un peu plus de 8 ans sur le terrain, je suis passé de l'autre côté de la barrière, et là, j'ai été engagé par une compagnie qui n'existe encore plus, c'est Elvia Assurance qui a été repris par Allianz. Et là, j'ai travaillé au service qu'on appelle interne. Vous avez pu d'ailleurs constater que partout où je passe, les entreprises disparaissent ou tournent mal. D'ailleurs, celle où je suis, comme je l'ai dit, elle va aussi disparaître. Donc voilà. En 1997, je me suis mis à mon propre compte comme courtier en assurance. Et puis, c'est là que mes problèmes de santé ont commencé, pas tout de suite, mais après, je dirais 6 mois, une année comme ça, j'ai senti qu'il y avait déjà pas mal de fatigue. Alors, vous avez derrière moi une image qui représente 4 saisons, un arbre qui est pris, le même arbre qui est pris lors des 4 saisons. Et vous pouvez constater que chaque saison est différente, surtout en Suisse, on l'a bien vu, en tout cas déjà depuis l'année passée. Et ça m'a fait toujours penser cette image que dans notre vie, on est toujours en face de personnes qui ne sont pas forcément dans la même saison que nous. Je m'explique. C'est vrai que maintenant, on est en automne, mais il y a peut-être des personnes ici qui sont peut-être déprimées, qui sont de venir l'hiver, etc. Et puis elles sont déjà un petit peu dans la saison hiver. Il y a des autres personnes, elles sont encore dans l'été parce que c'est peut-être quelque chose, elles sont encore elles viennent de vacances, etc. Donc elles sont encore tout feu, tout flamme. Puis il y en a qui sont dans le printemps. Ça veut dire qu'on peut être dans des saisons différentes chaque semaine de notre vie. Et quand on s'adresse les uns aux autres, des fois, eh bien, ça peut être des fois comment dirais-je, la source, des fois, qui peut être la source de conflit parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, on est peut-être dans une phase magnifique de notre vie, tout nous réussit, vie familiale, vie professionnelle, etc. On a passé des bonnes vacances. Et puis l'autre personne qui est en face, eh bien, ça peut-être déjà 3 ans qu'elle n'a pas pu partir en vacances parce qu'elle n'a pas les moyens financiers pour le faire aussi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on doit toujours faire aussi attention à être en diapason avec la personne qui est en face de nous. Et puis, il y a aussi une chose que j'ai lue dernièrement et que je trouve absolument
qui résume un petit peu ce parcours que j'ai pu vivre. Ça s'appelle les pas dans le sable. Dans la nuit de Noël, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je cheminais sur la plage en compagnie du Seigneur et que, dans la toile de ma vie, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à ce jour où passait le film de ma vie, surgissaient les traces sur le sable. L'une était la mienne et l'autre était du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que les jours fussent achevés. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai retrouvé alors qu'en certains endroits, il y avait seulement une empreinte de pied. Exactement comme ici. Et ces lieux coïncidaient justement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur, de plus grande douleur. J'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais pourquoi m'as-tu laissé seul dans les pires moments de ma vie? Alors je vous donnerai la suite de cette jolie histoire que j'aime particulièrement lors de ma conclusion. Parce que je pense qu'il faut savoir aussi garder un peu de suspense. Il y en a peut-être qui la connaissent déjà, la fin, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, vous verrez, c'est intéressant. Donc à partir de cet instant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et peut-être que quelques-uns parmi vous se demandent encore, mais qu'est-ce que le burn-out? Définition du burn-out. Littéralement, le burn-out signifie consumer. En fait, il s'agit d'un épuisement anxio-dépressif. Autrement dit, c'est un état d'épuisement total, un état de fatigue extrême au niveau physique, psychique, émotionnel et même dans certains cas spirituels qui s'installe après un effort continu et excessif des exigences qui sont parfois trop grandes pour être satisfaites ou après une lutte vaine contre des abus. Il peut s'agir ici d'impuissance acquise aussi contre le harcèlement moral ou le mobbing. Il est aussi possible de parler de perte d'enthousiasme. On peut parler aussi de perte d'énergie, perte de perspective, une perte de but. C'est un état de saturation extrême qui est suscité par une tension continue. Et puis en fait, comme ça, le burn-out veut dire vraiment consumer, c'est vraiment comme si on voulait brûler la chandelle par les deux bouts pendant trop longtemps. C'est dans les années 1960, en fait, la fin des années 60 et le début des années 70, qu'un psychanalyste américain, Herbert Freudenberg, est le premier à parler de burn-out. Il le décrit comme un état de fatigue ou de désillusion émotionnelle provoqué par le dévouement à une cause, une habitude de vie ou une relation qui n'a pas engendré la récompense ou le résultat espéré. Et on voit que les gens qui sont le plus particulièrement exposés, ce sont les perfectionnistes, ceux qui ont de la peine à déléguer, ceux qui ne savent pas dire non, ou ceux qui mélangent estime de soi et performance professionnelle. Je dirais qu'en entreprise, et là je suis bien placé pour en parler, l'absence de reconnaissance, l'absence de valorisation, les difficultés relationnelles, un cahier des charges qui est mal défini ou encore une faible autonomie constituent autant de facteurs de risque. Pour agir, il existe des outils de diagnostic qui sont externes, qui permettent de tester le niveau du burn-out ou d'analyser les facteurs du stress ou de ce qu'on appelle du ressourcement. Mais en fonction des résultats, une intervention ciblée est ensuite possible. Au registre de la prévention, les pistes concernent une fois encore tant l'individu que l'entreprise. Donc c'est clair qu'il existe actuellement vraiment des moyens, et je connais des entreprises où ils font vraiment une prévention qui est extraordinaire. Mais pour cela, il faut que l'entreprise soit prête à payer aussi le prix que ça va coûter. Au niveau individuel, la gestion du stress, la connaissance de soi et la capacité à dire non figurent au premier rang des recommandations. Les entreprises devraient, elles, renforcer les reconnaissances qui sont dans le travail accompli, valoriser un maximum d'autonomie,
oui, avoir un peu plus d'estime pour leurs collaborateurs. Mais ça, c'est effectivement une autre histoire et je ne la développerai pas ce soir parce que le but, ce n'est pas de m'allonger, en fait, m'éterniser sur la prévention, mais de parler vraiment plus des symptômes. Je dirais que depuis mon plus jeune âge, alors que j'avais 8-9 ans, j'ai régulièrement fait partie de sociétés de musique. Je commençais à jouer dans une société de musique, j'avais 8 ans, sauf erreur. Ensuite, j'ai fait partie de sociétés de foot, clubs d'athlétisme, divers comités, que ce soit dans la musique, dans le football, dans la lutte, et d'autres associations. Vous me direz, mais pour quelle raison? Ben, simplement parce que depuis toujours, j'aime le contact avec les gens, je m'intéresse à l'autre, j'aime aider et j'aime aussi transmettre mes connaissances. J'aime aussi apprendre, j'aime me perfectionner. C'est à moi depuis toujours. Et puis, c'est un besoin de communiquer, en fait, et j'espère que je l'aurai toujours. Mais il faut savoir que chaque médaille a son revers et qu'à force à m'engager à fond, à 100%, au fil du temps, je suis devenu non seulement un perfectionniste, mais un ultra-perfectionniste. Que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit lors de simples loisirs. Et ça, ce n'était pas seulement avec moi-même, mais c'était aussi avec les autres. Je suis une personne entière, et puis quand je m'investis, je le fais vraiment à 100%. Aujourd'hui encore, et je dois faire aussi toujours attention à ne pas retomber dans ce que j'ai connu avant. Avant, ce que j'exigeais de moi, je l'exigeais aussi en contrepartie des autres. Parfois, j'ai des rechutes, et puis là, si ça devait arriver avec l'un ou l'autre d'entre vous, je vous demande déjà pardon d'avance. Et puis, des fois, c'est aussi un sujet de discussion que j'ai avec mon épouse parce que je me rends compte, des fois, je remets des fois la barre un peu trop haute. Alors, je lui dis, écoute, je vais la redescendre parce que c'est vrai que là, je retombe dans quelque chose qui n'est pas sain. Et c'est vrai que je fais aussi tout à fait alors attention aux autres par rapport au passé. Et puis, c'est vrai qu'un perfectionniste, c'est cette mauvaise habitude, c'est toujours placer la barre de plus en plus haut, on veut toujours atteindre un autre sommet. Puis finalement, c'est un peu comme si vous voulez sauter, battre le record de Sergueï Boubka à la perche, mais sans la perche, quoi. C'est pas possible, parce qu'on est quand même limité. Alors vous vous direz, mais est-ce que je suis concerné par le burn-out? Alors, on entre maintenant dans les symptômes qui peuvent annoncer ce burn-out. Les premiers, c'est des symptômes émotionnels. Ce n'est pas forcément qu'ils sont dans l'ordre, hein, et ça peut varier. Donc, les symptômes émotionnels, c'est surtout la frustration, l'amertume, la colère, la perte de sentiments. Et ça, c'est terrible, parce que je peux vous dire, quand vous n'avez plus de sentiments, il n'y a plus rien qui vous fait ni chaud ni froid. Vous pouvez avoir un attentat à côté de chez vous, c'est pas un problème, ça, vous restez stoïque. Après, il y a des problèmes qui sont physiques. Là, ça se traduit par des fatigues, maux de dos, maux de tête, des angoisses. Et puis c'est vrai que vous comme moi, je pense que vous avez aussi un endroit qui est peut-être plus fragile qu'un autre. Moi, par exemple, c'est le dos. Et c'est vrai que si j'ai des tensions ou comme ça, je ressens directement ici. Ou alors aussi de ce côté-là. Donc pour moi, c'est des signes avant-coureurs et je fais très attention. C'est comme une petite lampe rouge qui s'allume. Je dis, attention, là, tu as peut-être dû dépasser quelque chose. Ensuite, il y a les symptômes que j'appelle intellectuels. Difficulté de concentration, incapacité de prendre des décisions. Alors ça, c'est terrible. Déjà, pour se concentrer, vous arrivez au travail et vous ne savez même plus par quoi commencer. Alors là, c'est vrai qu'après le burn-out, on apprend à travailler différemment. Plutôt que d'avoir tout posé sur un bureau ou quoi que ce soit, on prend des tas les uns après les autres, sans en mettre trop. Et puis, il y a les symptômes aussi, je dirais, comportementaux, qui sont les insomnies, les risques d'accident, parce qu'évidemment, avec les insomnies, ça n'aide pas. Moi, j'avais un métier, j'étais souvent sur la route. Donc là, je devais faire très, très attention. Et prise de drogue, ça, j'en ai pas pris. Mais vous savez,
Le médicament, hein, c'est la drogue aussi. Alors, les symptômes du burn-out ne sont pas aussi évidents qu'une jambe cassée ou une pneumonie. Comme pour la plupart des autres formes de processus qu'on appelle pathogéniques, on peut décrire plusieurs stades de burn-out. Il s'agit d'une descente en spirale au fond d'un trou noir, et la personne qui en est victime peut expérimenter plusieurs de ces symptômes car ils peuvent se cumuler. Alors là, vous allez avoir toute une liste, et puis je vous dirais, regardez bien, parce que le but, ce n'est pas non plus de sortir d'ici puis d'être abattu, hein. Mais simplement, moi, je peux vous dire que sur tout ce que je vais vous montrer comme symptômes maintenant, j'avais pratiquement 80-90% de ces symptômes-là. Le premier, c'est l'épuisement. Un manque d'énergie associé à des sentiments de fatigue, une difficulté à continuer nos activités habituelles. Ensuite, on a l'ennui. Notre vie n'est plus ou ne nous paraît plus aussi amusante, enthousiasmante qu'elle l'était auparavant. On a l'augmentation de l'impatience, de l'irritabilité. Vous devenez impatient avec les autres, vous leur faites subir vos frustrations. Ensuite, c'est le détachement. Vous vous isolez de vos amis. Vous mettez une distance entre eux et vous. Et le pire, c'est que souvent, et je l'ai vécu aussi, c'est avec les amis dont on a été le plus proche qu'on met une distance. Le cynisme. On devient négatif à l'égard de la vie, à l'égard du travail, à l'égard de la famille, à l'égard de nos amis, à l'égard de l'Église. Vous pouvez commencer à remettre en question la valeur des amitiés, des activités que vous faites, et même la vie. Ensuite, vous pouvez avoir aussi un sentiment d'omnipotence. On se prend un peu pour Dieu, hein. Personne ne peut faire mieux mon travail que moi. Je suis le seul qui peut le faire, personne d'autre. Ça, je peux vous dire, je l'ai vécu. Les sentiments de ne pas être apprécié, des sentiments d'amertume, de colère, de rancune, parce que vous avez la sensation de ne pas être apprécié. Les changements dans la manière de travailler. Maintenant, vous n'accomplissez plus votre travail comme avant, vous ne fonctionnez plus à votre niveau de performance précédent. Donc, c'est frustrant. Une éventuelle paranoïa. Vous passez du sentiment de ne pas être estimé à celui d'être maltraité, menacé, et puis là, vous êtes carrément en train de penser, il y a quelqu'un dans cette boîte qui veut ma peau. La désorientation. Lorsque le burn-out continue à long terme, il devient de plus en plus difficile de se concentrer. La capacité à se souvenir des dates, des noms est réduite au point qu'il se peut que vous oubliez même ce que vous alliez dire. Et ça, je peux vous dire, c'est quelque chose, je vous donne un exemple. Dans les derniers temps, juste avant que j'accepte le fait que j'étais en burn-out, il m'est arrivé d'aller chez des clients, de partir de chez moi, d'oublier leur dossier. Déjà, ça, c'est déjà pas mal. D'arriver chez le client, puis de ne plus savoir chez qui il devait aller, puis de plus savoir le nom du client. Puis là, vous ne trouvez même plus le dossier dans la serviette, mais seulement vous avez fait le trajet, puis vous vous souvenez vaguement, ah ouais, c'est chez lui, d'accord, mais c'est quoi son prénom, c'est quoi son nom? Et puis là, vous devez montrer que vous êtes quand même en forme, ce qui n'était pas le cas. Il vous demande de vous asseoir et puis il vous pose 2-3 questions. Vous pouvez lui demander, j'ai dû lui demander des fois 2-3 fois la question pour savoir. Après j'ai dit bon, j'arrête, je ne suis pas bien, je dois rentrer, quoi. Ça m'arrivait 2-3 fois, des vertiges aussi comme ça. Alors là, je peux vous dire, quand vous n'arrivez plus à pouvoir donner des noms sur des visages que vous connaissez, c'est grave. Il y a aussi les plaintes qu'on appelle psychosomatiques. Ce sont des maux de tête, des refroidissements qui durent longtemps, des maux de dos évidemment,
ou bien des autres douleurs qui sont soit réelles, parce que vraiment on ne peut plus se lever, ou bien soit elles sont inventées. Il y a le découragement, sentiment de tristesse, il n'y a plus de joie, vous perdez même tout courage. Vous avez aussi la dépression majeure, un état de déprime puis de dépression qui envahit la plupart des domaines de votre vie. Le désespoir, vous ne pouvez pratiquement plus faire quoi que ce soit. Et puis ça rejoint un peu, c'est le sentiment d'impuissance parce que vous vous sentez plus capable de rien du tout. C'est pas fini, mais on arrive à la fin, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de symptômes. Quand je vous disais que j'en avais à peu près 80 de ceux-là, c'est que j'étais en plein dedans. Le sentiment d'être seul, on se sent un peu comme Jésus sur la croix, abandonné. Et puis là, je peux vous dire, surtout quand on a une relation avec le Seigneur, ça nous revient en mémoire. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as abandonné? Où j'en suis? Et puis après, on aboutit sur la condamnation de soi. C'est de ma faute, il y a un sentiment de culpabilité terrible parce que vous vous êtes permis de tomber si bas. Les pensées noires, suicidaires. C'est vrai que ça, j'y suis aussi passé, je peux vous dire, c'est pas facile. Quand vous avez travaillé à 300%, parce que c'était vraiment l'engagement que j'avais, et puis que vous vous retrouvez du jour au lendemain à dormir entre 16 à 18 heures, puis c'était impossible de faire autre chose. À partir du moment que j'étais entré dans cette phase, ça devient dur. Et quand vous marchez, moi je me rappelle, j'allais dans la campagne, dans les champs, j'étais obligé d'enlever mes lunettes tellement je pleurais. C'était des, je sais pas, j'exagère, je dis c'est des litres, mais c'était impressionnant, tout ce que j'ai pu pleurer en marchant. Et puis c'est vrai que là, les idées noires, elles traversent quand même un peu l'esprit. Et puis, heureusement, le Seigneur m'a montré que ce n'était pas tellement la chose à faire. Mais j'y suis passé. L'absence de temps pour se détendre. Là aussi, c'est vrai, juste avant, je ne prenais plus de temps pour moi, plus de temps pour ma famille. Les variations d'humeur, alors ça, vous pouvez passer, c'est un peu comme les gens qui sont un peu, je dirais, qui font une dépression bipolaire. Vous êtes bien à 8 heures, moins bien à 8h30, franchement mal à 9 heures, très très bien à 9h30, c'est terrible. C'est pire quand on appelle les gens lunatiques, quoi. C'est ça, mais c'est terrible, on ne maîtrise pas. Voilà, on arrive aux conséquences du burn-out. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans le burn-out, eh bien, on rencontre forcément des problèmes qui sont liés, à la santé, irrégularité, troubles du sommeil. Donc, c'est clair, comme tout à l'heure j'en parlais, des insomnies, là, j'étais obligé de prendre des somnifères. Mais mon médecin m'a dit, écoutez, c'est un somnifère qui est très puissant. Ça veut dire que moi, je ne peux pas vous le donner au-delà de 30 jours. Il m'a dit, au-delà de 30 jours, après, c'est addiction. Donc, ça veut dire que vous pourrez difficilement vous endormir après sans le prendre. Et là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, écoute, j'ai besoin... En fait, si je devais prendre ces somnifères, pendant ces premiers temps où j'étais en burn-out, c'est parce que je dormais ces 14, 16, 18 heures par jour et qu'il fallait régulariser nouveau l'horloge pour que je puisse me lever le matin plus tôt que 11 heures, quoi, au midi, et puis que je puisse me recoucher le soir aussi dans des heures qui soient correctes. Et là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, écoute, je prends ces somnifères, mais je n'aimerais pas aller au-delà de 10 jours. Et je n'ai pas été au-delà de 10 jours. Après 10 jours, j'avais récupéré. Donc ça, c'était vraiment une grâce. Et puis, évidemment, quand on a des troubles de sommeil, il y a la déprime, la dépression qui nous guette, les sautes d'humeur. Et puis après, on arrive même aux prises d'antidépresseurs. Ça, je n'ai pas échappé non plus. Et là, une grâce aussi extraordinaire, c'est que je n'ai pas commencé avec les antidépresseurs super durs. On a fait une analyse et j'ai pu commencer à place de prendre un cachet ou 2 cachets complets, je ne sais pas exactement, mais enfin, ce n'était pas du 100%, on a commencé à 80%.
Donc c'était déjà en dessous de la norme, j'allais dire normale. Ensuite, inévitablement, la vie de couple peut être fortement ébranlée, car dans la plupart des cas, le conjoint ne reconnaît pas ou ne reconnaît plus celui que vous étiez avant. Et puis, malheureusement, ça peut appeler à être amené à séparation et au divorce. Ensuite, avec la famille, il faut être honnête, il y a la perte, la réalité du quotidien qui est faite avec les enfants, avec le conjoint. Au niveau du travail, c'est impossible de travailler correctement. C'est repos forcé. Donc là, je n'ai même pas le choix. Je ne pouvais même pas dire je veux me reposer. C'était ma tasse de thé obligatoire. Et puis après, il y a un éventuel reclassement professionnel par l'AI si l'arrêt dure plus de 12 mois. Bon, maintenant, c'est encore différent parce que l'AI a mis en route des nouvelles normes où les personnes qui sont arrêtées pendant un certain temps, en tout cas déjà à partir de 3 mois, il faut déjà prendre contact avec. Alors, ce n'est pas pour toucher tout de suite des rentes, c'est surtout pour qu'ils puissent mettre en route un programme de réadaptation professionnelle en fonction des capacités qu'on pourrait avoir. Et c'est très bien, j'en reparlerai un petit peu plus après. Donc moi, je suis passé par là, et puis c'est vrai qu'il m'a fallu 28 mois pour m'en sortir. Parce que mon arrêt de maladie effectif a duré à 100% du 5 mai 2000, c'était le lendemain de mes 39 ans. Donc pour ceux qui veulent noter mon anniversaire, c'est le 4 mai. Jusqu'au 25 septembre 2002. On est le 25 septembre 2009, ça fait 7 ans exactement en arrière, pratiquement jour pour jour, que j'ai pu recommencer à travailler. Je n'avais même pas fait le lien tout à l'heure. En ce qui concerne les amis, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est un détachement, la fuite. Parce que, comment dirais-je, vous n'avez pas envie qu'ils vous voient dans cette situation quelque part. Et puis, il y a des personnes qui, quand elles sont mal, elles aiment bien voir des gens, puis il y a des autres, elles préfèrent être seules. Et dans ces cas de burn-out, j'ai constaté, en tout cas chez la majorité des personnes, elles préfèrent être seules, même si elles aimaient voir les gens avant, ce qui était mon cas. Alors, j'aimerais juste parler un petit peu par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre, pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre aussi ces symptômes. Donc, au début, comme je l'ai dit, j'avais des maux de tête que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais eu ça de ma vie avant. J'avais des vertiges. Je me souviens une fois, je suis sorti de chez un client. C'était à Oron-la-Ville. Et là, à l'époque, j'étais dans l'assemblée d'Oron-la-Ville. J'ai pris ma voiture. C'était déjà pas tellement sage. Je suis allé depuis chez ce client jusque devant l'église. Je me suis mis sur la place de parking et j'ai dû m'allonger dans ma voiture pendant 3 quarts d'heure. C'était impossible pour moi de faire autre chose. Puis là, c'était avant d'être vraiment en arrêt. C'était quelques semaines avant. Évidemment, j'ai téléphoné à mon épouse à l'époque en lui disant, ben voilà, pour le dîner, attends-moi pas. Mais je ne lui ai pas dit ce que j'étais en train de vivre, quoi. J'ai dit, ça va aller, je vais me remettre. Ensuite, il y avait ces fatigues inhabituelles. J'étais tout le temps fatigué le matin quand je me levais. Pourtant, je suis quelqu'un qui se lève tôt. J'aime me lever tôt. Mais je n'arrivais pas. Je me levais à 5 heures. J'avais de la peine à me traîner jusqu'à la salle de bain, tout ça. Sans compter les troubles du sommeil qui commençaient à venir. L'hypertension. Alors ça, effectivement, là, je dois encore me soigner pour l'hypertension actuellement. Les pertes de mémoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Difficulté à m'exprimer. J'arrivais des fois presque à bégayer, quoi. Il n'y a plus rien qui sortait. Dans la tête, c'était clair, puis il n'y a plus rien qui sort. J'arrivais plus à réfléchir, à me concentrer. J'avais plus du tout envie de manger correctement. Je prenais souvent mes repas froids. Ça n'arrangeait pas, évidemment, ni mon estomac, ni mes intestins. Au niveau du travail, manque de motivation. J'étais allé d'ailleurs chez des frères et sœurs. J'avais dit, écoutez, j'ai plus de motivation pour bosser.
J'arrive plus à gérer mon temps. J'arrive plus à planifier mes tâches. J'arrive même plus à maîtriser mon stress. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver le linge un petit peu quand elle sort, quoi. Au niveau du travail, je viens d'en parler, le couple, évidemment, là aussi, c'était pas évident parce que j'avais plus de rapport intime avec mon épouse d'avant. J'avais plus du tout envie, même ne serait-ce que de caresses, de contact physique, de sexualité. Tout, ma libido était vraiment au plus bas. J'ai jamais connu ça de ma vie. Au niveau de la famille, j'avais de la peine à supporter le bruit, les enfants. À l'époque, ils avaient 10 et 12 ans. Et puis, je perdais très très vite patience. Je devenais très très vite facilement irritable. En bref, je pouvais dire que j'étais carrément impossible à vivre à ce moment-là, soit avec ma famille, soit avec mon entourage. Puis en ce qui concerne les amis, c'est clair que ne supportant plus les réunions, ne supportant plus les repas, les comités, la foule, etc. Donc je sortais pratiquement plus, si ce n'est pour aller dans la nature. Donc ils ne me voyaient pas. Ou même quand ils venaient à la maison, souvent je m'arrangeais pour être loin. Si ma femme me disait, ouais, il y a un tel qui a dit qu'il passerait, ou comme ça, alors soit j'étais en train de dormir, ou soit j'étais en train de balader dans la nature. Donc c'était vraiment génial. Alors maintenant, je vais arriver dans les groupes qui sont les plus exposés au burn-out. Parce que c'est vrai qu'il y a des professions qui sont plus exposées que les autres, vous allez le voir tout de suite. Il y a déjà les personnes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Ça aide pas franchement. Les personnes qui exercent un métier ou une profession qui est au service des autres, comme les infirmières, les médecins, les pasteurs, les thérapeutes, les travailleurs sociaux, tous les gens en fait qui ont affaire avec des autres, qui ont des contacts et qui ne s'arrêtent pas uniquement, et ça je ne le dis pas de manière méchante, à un travail d'usine où vous êtes là, vous devez faire ce qu'on vous dit de faire pendant toute la journée, mais où en fait vous n'avez pas beaucoup de contact avec votre vis-à-vis, parce que déjà avec le bruit, etc. Et puis comme vous devez produire plus, donc moins on parle, mieux c'est. Dans les professions que je viens de vous citer, toutes ces personnes sont impliquées aussi par prendre du temps, écouter. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'elles n'arrivent pas à débrancher le soir, puis elles portent tous les fardeaux des autres en arrivant à la maison aussi. Donc ça, c'est pas bon. Il y a aussi ce qu'on appelle les obsédés du travail. C'est ceux qui ont une personnalité du type A, obsessionnel compulsif. Donc ça, c'est vraiment... Hier soir, j'ai vu une émission temps présent sur les personnes qui arrivent en retraite et puis qui sont complètement déboussolés parce que leur Dieu, c'était le travail. Donc ils arrivent, plus de travail, fini, terminé, ils se sentent complètement largués. Des personnes aussi à qui on n'a jamais dit « je t'aime » ou « je suis fier de toi », qu'on n'a jamais encouragé. Ça aussi, j'ai fait aussi plus attention maintenant, parce que c'est tellement vite fait de dire à quelqu'un « t'es nul ». T'es même pas bon à rien, t'es mauvais dans tout. Hein, des choses comme ça, c'est terrible. Et moi, j'entends des parents, des fois, quand ils disent à leurs enfants « t'es nul », il arrive à 18 ans, ils pensent qu'il s'appelle « t'es nul ». C'est triste, mais ça arrive. Les personnes qui s'impliquent à fond aussi sont en risque potentiel. Parce que surtout quand on sert le Seigneur et puis qu'on aime le Dieu, qu'on aime les gens, et puis qu'on a envie de servir les autres, eh bien, on peut se ramasser. Les personnes qui ont des parents obsédés par le travail. Moi, je me souviens, quand j'arrivais à l'âge de choisir mon apprentissage, moi, je voulais faire de la musique, je voulais être musicien professionnel. À l'époque, je faisais de la trompette. J'étais au conservatoire à Fribourg, etc. Mon père était musicien. Et puis avec lui, alors, c'était la méthode, je dirais, assez dure. C'est tous les jours, c'est une demi-heure. Après, c'était 3/4 d'heure. Et puis, tant que je n'avais pas fait ça, c'était exclu d'avoir les copains, etc. Donc,
Donc, je suis passé par cette méthode-là. Et puis, après, arrivé à l'âge d'aller en apprentissage, il fallait avoir un travail correct. Et pas n'importe quel travail. C'est même pas moi qui ai choisi, c'est mes parents qui ont choisi. Je ne leur en veux pas sur le fond parce que ça m'a permis d'aller de voir des choses magnifiques, de pouvoir apprendre d'autres langues et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine frustration. Et puis là, ils attendaient vraiment de moi que je sois impeccable au travail. Ils n'étaient pas obsédés quand même par le travail, ce n'était pas à ce point-là. Puis un bon Suisse, c'est un Suisse qui est occupé. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qui est attendue de nous culturellement. On pense toujours que les Japonais, on va prendre toujours l'exemple des Japonais, les fous du travail, etc. Alors l'image, c'est un cliché, c'est pas tout à fait faux, mais il faut savoir qu'en Suisse, on en parle moins, mais je peux vous garantir que la Suisse, c'est pas mieux que le Japon. Ce côté-là. Et la preuve, je vous dis encore, hier soir, cette émission sur les personnes qui arrivaient en retraite et qui ne savaient plus quoi faire parce que c'était leur travail. Les suicides qui arrivent, enfin, etc. Ensuite, il y a aussi les perfectionnistes, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours occupés à faire les choses parfaitement. Et moi, je me souviens qu'avant, on me demandait quelque chose, puis je voulais le faire tellement parfaitement qu'à la limite, vous rendez un document qui est au-delà de ce que l'autre vous a demandé, qui vous a pris un temps fou, et puis finalement, pour être à la poubelle peut-être dans la minute qui suit, parce que ce n'est pas du tout ce qui correspondait. Ou bien quelqu'un d'autre l'aura fait de manière plus succincte, mais que ça aura plus d'impact. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui peuvent être frustrés parce que leurs attentes ne sont pas réalisées. Il y a aussi des personnes qui manquent de discipline et puis qui n'arrivent pas et qui n'osent pas dire non. Depuis tout petit, parce que vous aimez les autres, tout ça aussi, mais vous dites « Ah, mais je n'ai pas le droit de dire non aux gens. » Si, on a le droit de dire non. Puis alors aussi, la chose, je dirais aussi, qui est dramatique, c'est les personnes qui essaient de faire plaisir à tout le monde, qui veulent plaire à tout le monde. Alors c'est vrai que dans un poste comme le mien, responsable ressources humaines, où j'ai des personnes qui défilent relativement souvent dans mon bureau, ça dépend des jours, on doit prendre des décisions à un moment donné qui ne vont pas forcément plaire à toutes ces personnes. Il faut être conscient de ça. Et si je voulais faire ce travail en voulant plaire à tout le monde, eh bien, ça serait pire. Parce que quand vous prenez une décision, il y a la direction aussi qui est là, qui peut m'appuyer aussi, ou on voit ensemble avant de prendre une décision en principe. Mais je ne peux pas toujours plaire à chacun. Et si je voulais faire ce travail dans ce but-là, eh bien, il faudrait que je change de travail. En Suisse, on peut estimer à plus de 4 milliards de francs par année le coût actuel du burn-out. Et ce chiffre est, à mon avis, certainement encore sous-évalué. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 20 milliards qui sont payés, en tout cas il y a 2 ans en arrière, pour toutes ce qu'on appelle les maladies dues au stress. Et ils mélangent tout dedans parce qu'on est en Suisse, on n'aime pas trop, on aime bien les statistiques, mais pour certaines choses, on aime bien aussi des fois pas être trop précis. Pour pas que les gens commencent à trop paniquer, peut-être, je n'en sais rien. Mais j'ai eu l'occasion de côtoyer justement un neuropsychiatre qui est spécialisé, qui est belge, Patrick Mesters, dans un colloque il n'y a pas très longtemps. Et cette personne vient souvent en Suisse, tout ça, elle fait des estimations, elle m'a dit c'est un chiffre qu'on pourrait normalement augmenter. Et certainement, moi, quand j'ai fait mon burn-out, c'était en mai 2000. Et là, à l'époque, le burn-out, c'est quelque chose qui n'était pas très connu. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Mon médecin a dû me donner 2-3 feuilles en papier pour me dire, voilà, plus ou moins ce que c'est. Et donc, même lui-même, mon médecin généraliste au départ, ne savait pas trop ce que c'était. Il avait même fait un diagnostic qui était un petit peu léger. Il m'avait mis surmenage au départ. Et puis moi, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit que du surmenage. Parce que je me connais, là, j'en peux plus. Et puis, c'est qu'après, en allant voir un deuxième médecin généraliste, mais qui, lui, était spécialisé
dans, disons, ce genre de maladie, qui a pu me dire, écoutez, je vais vous faire un test, et puis selon les points qu'il y aura, eh bien, on va déterminer ce que c'est. Et là, j'ai dû faire aussi un peu mon point dans la poche en disant, c'est vrai, par la foi, je me dis, je vais guérir, c'est clair, mais quand j'en savais rien, alors il faut répondre correctement aux questions qui sont posées. Parce que si on vous demande, êtes-vous épuisé, etc., ou je ne sais pas quoi, pas dire par la foi, non, je vais bien. Dire, non, je suis épuisé, oser le dire, quoi, parce qu'autrement, ça fausse tout le test après, ça c'est clair. Le coût du burn-out pour une entreprise, alors là aussi, c'est assez dramatique, parce que si une personne, et souvent le burn-out, ça se passe comme ça, hein, ça ne se passe pas en disant, ouais, ça va arriver dans 6 mois, on a le temps de voir venir, je vais aller trouver le département des ressources humaines, puis leur dire, voilà, je ne me sens pas trop bien, je pense que je dois avoir un burn-out dans 6 mois. C'est du jour au lendemain, pratiquement, où la personne ne vient plus au travail. Et là, eh bien, il faut compter, pour remplacer cette personne, entre 75% et 150% de son salaire annuel. Pas mal. Vous prenez quelqu'un qui gagne 80 000 francs par année, je vous laisse faire le calcul. Je parle de chiffres qui peuvent paraître peut-être un peu grands, hauts sur Fribourg, mais il faut savoir que les ingénieurs ou comme ça, c'est encore plus haut. Hein. Donc avant tout, je dirais le burn-out se soigne. Et malheureusement, ça doit passer par une voie médicale et des médicaments. Donc des antidépresseurs, des somnifères, j'en ai parlé tout à l'heure. Et je peux vous dire que pour certaines personnes, c'est vraiment fort ce qu'on doit leur donner. Ensuite, il y a le repos, le calme. Alors c'est vrai que là, on voit bien Gaston Lagaffe, lui, qui aime bien toujours dormir. Donc ce n'est pas à ce point-là qu'on en a besoin, mais il y a quand même un équilibre à trouver. Ensuite, il y a évidemment les médecins, les généralistes. Il ne faut pas les oublier parce que c'est vers eux que vous allez au départ. Après, ou vers le médecin de famille, c'est égal, si en existe, ça existe encore, cette notion actuellement. Ensuite, les psychiatres. Pour quelles raisons? Parce que l'assurance, autrement, ne paye plus. Donc moi, j'avais l'obligation, après un délai de X semaines, de prendre rendez-vous chez un psychiatre. Alors, c'est pas drôle, les psychiatres. Je peux vous dire, ceux qui connaissent la bande dessinée, les psys, ça, c'est encore assez marrant, mais quand vous arrivez chez un psychiatre, lui, il est assis, vous avez déjà des trucs dans son bureau, ça vous fait presque dresser les cheveux sur la tête, il y a des masques, des machins, c'est bon. Après, il vous dit, ouais, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout, vous pouvez vous allonger, vous pouvez me tourner le dos, enfin n'importe quoi. Puis il dit, alors racontez-moi. Bon, puis on a raconté. Puis il fait que d'écouter pendant 1 heure. Après, bon, alors on se verra la prochaine fois. La fois d'après, vous arrivez, il dit, et alors? Alors quoi? Depuis la dernière fois, je dis, et alors, voilà, et on recommence les... Alors c'est vraiment, je n'ai pas trouvé ça vraiment génial. Par contre, si vous avez affaire à un psychothérapeute, psychologue, comme ça, c'est quand même différent, parce que c'est des gens qui ils vous apportent pas des solutions, mais ils vous écoutent et puis ils vous disent, il y a du répondant quand même en face, un psychiatre pas. Ensuite, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les mesures de réadaptation professionnelle par l'AI. Il y a quelques années encore, l'AI était vue, très mal vue, très mal perçue. C'est comme les gens qui allaient au chômage, quand, les premiers, ils devaient frôler les murs pour pas... Puis ceux qui vont à l'AI, c'est un petit peu ça, ils ont un peu cette crainte de se dire, mais je suis fichu, ma vie est foutue, je rentre à l'AI, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu un conseiller qui était super, et puis, ils vous font des tests. Donc, ils vous donnent des tests mathématiques, de français, d'orthographe, des trucs que vous avez pas fait depuis l'école, depuis que vous êtes sorti du collège, quoi, des machins, des fois, vous vous souveniez même plus que ça existait. Et puis, par rapport à ça, ils vous disent, ah ouais, mais vous seriez bon peut-être là, etc., etc. Donc, dans ce qui me concerne, au début, ils m'ont dit, écoutez, vous avez le niveau pour être journaliste. Je dis, ah bon? Ils disent, oui, c'est exactement, vous pourriez aller suivre des cours à l'Uni, etc. Et ça serait, mais il faudrait que vous fassiez un stage. Bon, je dis,
pourquoi pas, moi j'aime bien écrire depuis tout petit. Je dis, bon, c'est peut-être une solution, génial. Puis là, on m'a envoyé dans un journal qui a bien voulu me prendre. D'ailleurs, je remercie le rédacteur à l'époque, c'était à l'Objectif, ici à Villars-sur-Glâne, qui n'est pas très objectif de vous à moi, donc enfin bref. Et puis, j'ai pu voir un petit peu ce que c'était le métier de journaliste, parce que je suis allé aussi interviewer des personnes. Enfin, je n'interviewais pas directement, je prenais des notes aussi, on était 3. Et puis, il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Alors, je ne vais pas le raconter ce soir, mais il faut dire aussi les horaires, c'était un petit peu 9 heures, 10 heures par jour. Et puis, vous aviez 9 jours de suite à travailler, après 1 jour et demi de congé, puis après nouveau 2 jours de travail, puis 3 jours de congé. C'était pas possible, quoi. Et puis, quand j'ai dit ça à mon médecin, il m'a dit, non, mais vous allez continuer comme ça, dans 6 mois, vous êtes encore plus bas que vous étiez au départ. Donc, effectivement, là, je n'ai pas poursuivi dans cette voie. Et une chose extraordinaire qui s'est passée, c'est pour ça que je fais une petite parenthèse, c'est qu'à l'époque, mon ex-épouse et mes enfants, on avait décidé qu'ils partent en Espagne, c'était fin 2001, et que je les rejoindrais plus tard pour trouver un travail, apprendre l'espagnol et trouver un travail sur place. Et puis, quand j'ai vu que ça ne jouait pas avec le journalisme, j'ai dit à mon conseiller, écoutez, j'ai une solution à vous proposer, voilà laquelle. Et puis, il m'a dit, ouais, mais payer des indemnités à quelqu'un qui part à l'étranger, on n'a jamais fait ça. Mais je prends sur moi. Il a dit, il faut simplement que vous trouviez une personne de contact dans le canton de Fribourg, à qui j'envoie la feuille chaque mois, qui vous l'envoie, vous me la renvoyez, et puis on paie les indemnités. Mais il m'a dit, de toute façon, c'est vrai qu'il a dit, si je demande un juriste, ça va mettre 6 mois pour qu'il nous réponde, 12 mois pour qu'on ait une acceptation comme ça. Tandis que là, on le fait, je prends ça sur moi. Et puis, de toute façon, là-bas, si vous allez pour apprendre une langue, et puis qu'après, vous voulez trouver un travail, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas vous aider à l'étranger. Et puis, ça a été fait. Donc, j'ai tout quitté, j'ai tout vendu ce que j'avais ici. Il ne me restait plus rien. Donc, je suis parti avec la voiture tranquillement en Espagne, 2000 bonnes, ça fait à peu près 2000 km jusqu'à la Corogne. Et puis, j'ai appris l'espagnol pendant 4 mois, tous les jours, à l'école, intensif. Alors ça, c'était bien, parce que c'est en plus au niveau des langues, après, c'est clair. Et puis après, j'étais me présenter à des endroits, etc. Alors chaque fois, mon dossier était super intéressant, parce que je parlais le français, l'anglais, et puis que je me débrouillais pas mal en espagnol. Mais le problème là-bas, c'est que si vous n'avez pas quelqu'un qui vous introduit, c'est cuit, quoi, parce que ça se passe un peu comme ça. Alors l'AI m'a dit, écoutez, on ne peut pas aller beaucoup plus loin maintenant, c'est soit vous trouvez un job là-bas, donc ça c'était au mois de juin 2002, donc à peu près 6 mois après que j'ai quitté la Suisse, un petit peu plus. Il m'a dit, mais nous on peut vous trouver des cours ici, et puis vous pourrez démarrer dans quelque chose de nouveau. Et puis là, ils m'ont inscrit dans un cours d'assistant de direction. Donc inutile de vous dire, je me suis trouvé dans une classe de 17. J'étais le seul gars sur les 17, donc tous les autres c'était des assistants de direction, et j'ai fait des cours pendant 1 année avec ces personnes pour avoir le brevet fédéral d'assistant de direction, des directions. Et ensuite, vous imaginez bien que j'étais en Espagne, il a fallu que je revienne en Suisse. Donc il fallait tout recommencer, il fallait retrouver un appartement, un studio, il fallait retrouver 2-3 meubles, et puis surtout, c'était ce sentiment de défaite totale, parce que dire, mais on a prié, on a pris du temps, il y a des personnes qui ont donné des confirmations, etc. Bref. Et puis, se retrouver là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et c'est vrai que d'avoir quitté l'Espagne, là, ça m'a vraiment brisé le cœur. Je peux vous dire, pendant 200 km, je ne savais pas si j'allais arriver au bout parce que je pleurais tellement au volant que j'étais content d'arriver en Suisse le lendemain parce qu'il faut compter quand même presque 2 jours pour venir plus là-bas. Sauf si on roule comme un fou puis qu'on met 17 heures à 100 km/h. Et puis on saute les repas. Voilà, alors, toujours pour vous expliquer qu'effectivement, l'AI, après, eux, m'ont aidé avec ce poste d'assistant de direction. On a essayé de trouver quelque chose. J'ai trouvé un job pendant 3 mois. Puis après, ils m'ont dit, écoutez, comme vous sentez les ressources humaines, que c'est quelque chose qui vous correspondrait, on va vous aider aussi pour les ressources humaines. Et puis là, j'ai pu commencer à faire un stage ici dans une entreprise de Fribourg qui était au départ de 3 mois.
Et puis quand ils ont vu qu'en 3 mois, tout ce qu'ils m'avaient demandé de faire au niveau des projets, que les délais étaient tenus, ils m'ont dit, on remet 3 mois. Et puis on a été jusqu'à 1 année. Donc ça m'a permis justement de travailler dans une entreprise où il y avait passé 300 collaborateurs. Et puis de savoir ce que c'était aussi la gestion du stress, parce que là je peux vous dire, quand vous arrivez le lundi matin au travail, vous ne savez pas qui va être malade, accidenté, etc. Puis remplacer, c'était dans un magasin, de remplacer des gens comme ça au pied levé, ça vous fait une bonne école. Mais j'ai aussi bien appris à gérer mon stress à partir de ça. Ensuite, apprendre à anticiper. C'est-à-dire qu'au travail, par exemple, il y a des gens, ils quittent le soir leur bureau, ils éteignent leur PC, clic, fini, ils rentrent, ils sont dans la voiture, puis ils disent « mince, j'ai oublié ça ». Ils font 10 km, « oh, demain matin j'ai une séance, j'ai oublié de la préparer, etc. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de regarder en fin de journée leur agenda, puis de se dire demain, comment elle est ma journée, qu'est-ce que je dois faire le matin, etc. Donc ça, c'est des choses que si on ne le fait pas, ben, c'est clair que la nuit, ça trotte. Vous arrivez à la maison, vous prenez le souper à pieds joints, et puis après, vous faites quoi? Ben, vous vous mettez à bosser, à vous envoyer des emails au travail pour vous dire pas oublier ci, et puis présenter ça, et puis etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Donc là, je dois dire que quand on est dans cette phase, on apprend à anticiper. Il y a aussi une chose qui est fondamentale, je dirais, c'est le lâcher prise. Il faut savoir dire maintenant stop. Il y a les autres, et puis il n'y a pas que moi. Et là, dans la Bible, au psaume 81, les versets 7 et 8, il est écrit « J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. » Donc vraiment là, de savoir lâcher. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire où vous avez un jeune qui a un accident de voiture, pas trop grave, et puis il sort de la voiture, puis tout d'un coup il sent qu'il y a le vide dessous, et puis il se raccroche à un premier buisson, et puis dans un désespoir de cause, il dit « Il y a quelqu'un là-haut pour m'aider ?» Et puis personne qui répond, puis il dit « Dieu, t'es là ?» Et puis Dieu lui dit « Mais oui, lâche seulement. » Puis il dit « Il y a quelqu'un d'autre ?» Puis il attend jusqu'au matin, puis le matin, quand le jour arrive, il voit qu'il était à 1,50 m du sol. Donc il faut savoir lâcher prise dans son travail aussi. Et puis c'est vrai que en tant que chrétien, c'est important aussi de passer du temps avec Dieu, avec Jésus. Parce que c'est quand même quelque chose. Moi, je vois si une journée, actuellement, je me lève à 5 h du matin. Et puis après, je prends du temps avec le Seigneur, c'est vrai. Je peux encore prier aussi dans la voiture, ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que si je ne le fais pas, si je manque ça, j'ai l'impression de rater un peu ma journée. J'arrive au travail, puis je me dis, ouais. Et puis souvent, la matinée, des fois, c'est pas comme je voulais qu'elle soit. Tandis que si j'ai prié avant, j'arrive à me souvenir, puis me dire, mais écoute, j'ai dit que je n'allais pas me stresser aujourd'hui, stop. Et puis maintenant, j'arrête. Alors il y a différentes clés, effectivement, pour sortir du burn-out. La première, c'est comme pour tout, les gens qui sont, je dirais, addicts, on dit, maintenant c'est un terme à la mode, tous ceux qui sont accros à quelque chose, c'est déjà reconnaître et accepter son état. Un drogué, il faut déjà qu'il reconnaisse son état, et puis accepter qu'il est drogué. Et puis après, il peut accepter de se faire aider. Et puis surtout après, il faut aussi accepter de se faire soigner. Il faut également accepter de se faire aider, en premier lieu par ses médecins, c'est clair, la famille, les amis, mais aussi par son employeur, parce que l'employeur, il peut aussi faire quelque chose. Ensuite, placer sa confiance en Dieu et aussi se laisser conduire et guider par le Seigneur. Il y a 3 priorités qu'il est important de faire, je dirais. La première, c'est la vie physique. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de manger sainement.
Alors, vous direz que c'est un peu difficile des fois. Souvent, le travail qu'on a, c'est pas toujours évident. À midi, on n'a qu'une demi-heure. Et puis, il faut être servi rapidement, etc. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix, ils doivent aller manger tous les jours au restaurant. Alors, c'est pas toujours évident quand on mange tous les jours au restaurant. Mais on peut quand même, des fois, se préparer quand même quelque chose à manger qui soit sain. Même un sandwich, vous savez, bon, on ne peut pas manger tous les jours des sandwichs, mais si vous faites un bon sandwich, eh bien, vous arrivez à avoir un équilibre. Mais il ne faut pas le répéter non plus tous les jours. Ensuite, il faut dormir correctement, si la mesure du possible. S'amuser en ayant des activités physiques. Donc, il y a la randonnée, le vélo, la natation, course à pied, golf, jardinage. Alors, c'est vrai que pour moi, si vous voulez, qui était un sportif à un bon niveau, à un certain moment, j'ai tout arrêté à l'âge de 26 ans. Grave erreur. Parce qu'après, pour se remettre dedans, j'ai refait du vélo, puis j'ai refait la course à pied aussi, comme ça. Il faut m'imaginer un petit peu plus svelte. Hein. C'est clair qu'à l'époque, je mesurais la même chose, peut-être même un peu plus grand, parce qu'avec l'âge, on prend un petit peu en descendant. Mais c'est vrai que je pesais 70, 72 kilos, 75 quand j'étais à la sortie de l'hiver. Mais c'est vrai que là, je faisais beaucoup de courses à pied, et puis ça permettait de décharger pas mal de choses. Et puis surtout, prendre soin de son corps. Vous voyez, moi c'est bon, hein, j'ai amélioré ma surface de caresse depuis quelques années, donc ça c'est bon. Faites votre vie mentale une priorité. Donc, en éloignant les soucis et les tensions de notre vie. Pas toujours facile. Moi, je le vois actuellement, je vous dis, ça fait quelques semaines où j'ai eu pas mal de pression. Je dirais même depuis le début de avril, mai, juin, là, c'était 3 mois assez rudes. Un peu plus calme l'été, mais là, ça a repris dernièrement. Et puis, je sens que maintenant, j'ai besoin de vacances. Et puis, je vais les prendre, ces vacances. Je les ai arrêtées, je les ai bloquées. Parce qu'autrement, si je les remets, j'arriverai l'année prochaine. Alors, il faut éloigner ça. Les tensions, c'est terrible. Apprendre ou réapprendre à rire et rester rempli de joie. Alors ça, c'est une chose qu'on ne pratique pas assez souvent. Alors j'essaye aussi au travail, des fois, de pouvoir faire rire mes collaborateurs d'une manière ou d'une autre. On a les pauses pour ça. Ou on peut avoir de l'humour qui soit de l'humour correct. Hein, pas de cet humour qu'on voit des fois sur certaines chaînes, malheureusement, où il y a tout qui est en bas, rien qui est en haut. Alors ça, c'est d'une tristesse. Mais j'entends dans le sens qu'on peut rire au travail aussi, tout en travaillant bien. Et c'est aussi un peu mon rôle de faire en sorte que cette ambiance elle puisse exister. Jouer à des jeux. Alors c'est vrai que nous, par exemple, au service des autoroutes, on a un challenge qu'on appelle le Challenge Van Lanten, parce que c'était l'ancien conseiller d'État qui chapeautait le service des autoroutes à l'époque, avant M. Godel. Puis comme personne l'a gagné 3 fois de suite, on a toujours mis en jeu, puis il existe encore. Et puis là, on fait toujours mini-golf, jeu de fléchettes, boccia. Donc la boccia, c'est un petit peu la pétanque italienne. Hein. Et puis on a fait du karting, on a fait plein de choses cette année. Donc on a à peu près, je dirais, toutes les 6 semaines, comme ça, des loisirs qu'on peut faire ensemble. Et on a aussi une sortie de personnel qu'on fait une fois par année, aussi un vendredi. Dernièrement, on est allé aux Chutes du Rhin, par exemple, mais tout le monde est venu. C'est là qu'on voit qu'il y a une bonne ambiance. Quand les gens viennent en majorité, c'est que ça se porte bien. Donc, ça, c'est important. Prendre du plaisir à faire différents loisirs, ça, c'est vrai que c'est... Il faut apprécier aussi certains loisirs comme la lecture, la peinture, le bricolage, éventuellement la pêche pour certains. Ceux qui aiment aller voir des matchs de foot, des matchs de hockey. La semaine prochaine, par exemple, je suis invité. J'aime pas spécialement le hockey. J'aime moins le hockey qu'un certain temps. J'ai trouvé que c'est devenu très, très violent. Pas seulement sur la glace, mais aussi à l'extérieur. Et puis c'est ça. Je me dis, si on va avoir un match pour sortir, on est un match à mocher. Ça vaut pas tellement la peine. Mais c'est vrai que là, je suis invité. Puis c'est sympa. On va manger une fondue avant. Après, on voit le match. Puis on va boire un petit verre après. Puis c'est sympa. Ça fait du bien. Match de rugby, grillade, etc. Quand on peut faire les grillades l'été. Et puis surtout aussi passer du temps avec sa famille, avec nos amis.
oser se détendre, se reposer sans culpabiliser. Alors ça, je vous le dis parce que c'est vrai que je connais des gens, ils sont incapables de se reposer. Pour eux, c'est du temps perdu. Manger, c'est du temps perdu. Donc, quand je dis manger, c'est prendre du temps à table avec des gens, etc. Se reposer, c'est du temps perdu. Il faut toujours être à plein la gomme. Hein. Et là, on a le droit de se donner la permission de se détendre sans avoir l'impression de devoir faire quelque chose tout le temps. On peut aussi regarder des films, des DVD, des vidéos qui nous reposent, qui nous font rire. Maintenant, c'est fantastique ce qu'on peut avoir avec la télévision. On peut vraiment choisir ce qu'on veut voir. Parce qu'il y a des tels progrès technologiques qu'on peut dire, on peut avoir la télévision et puis sabrer tout ce qui ne nous intéresse pas, puis dire, ben voilà, il y a tel et tel genre de film que j'aime pas, ça c'est loin. Mais par contre, si je prends un DVD ou comme ça, puis même entre amis, des fois, pouvoir regarder quelque chose en soir qui est rigolo, c'est sympa. Et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est la vie spirituelle. Alors c'est clair pour nous, la lecture de la Bible, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pendant que j'étais en burn-out, je peux vous dire qu'au début, j'arrivais pas à lire. J'arrivais pas à regarder la télévision de toute façon, parce qu'après 10 minutes, je m'endormais. La lecture, j'arrivais pas à me concentrer. Et puis, ce qui était fantastique, c'est que le Seigneur me mettait régulièrement, pratiquement un verset par jour dans mon cœur, toujours. Je disais, écoute Seigneur, tu sais, je n'arrive pas à lire, je vais me balader, tac, quelque chose qui descendait. Et ça, c'était merveilleux. La prière, évidemment. Moi, je vois que parfois, c'est vrai que la semaine est passée, puis je me dis, mais j'ai pris combien de temps vraiment pour prier pour des autres choses que les choses conventionnelles de tous les jours. Louer et adorer Dieu, servir Dieu et les autres avec nos dons, de rester dans notre appel. Et là, je dirais aussi, c'est une chose qui est importante. Parce que moi, je me souviens, quand je vous disais, j'étais à 300% engagé dans mon travail. Donc déjà, en étant à son propre compte, je vous laisse voir le tableau. Hein, il faut y aller. Dans les domaines des assurances, c'est une jungle. Je peux vous dire que ce n'était pas évident. Surtout qu'à l'époque, c'était tout un remaniement au niveau des commissions, etc. Donc il fallait pouvoir conclure pas mal de contrats pour pouvoir vraiment bien vivre. Ensuite de quoi j'étais engagé aussi dans l'église, je faisais dans la louange, j'allais avec les hommes d'affaires du plein évangile, j'étais secrétaire. Il y avait un chapitre à l'époque à Moudon. Il y avait des prières qu'on faisait le matin avec des frères, on se voyait, on était 4 entrepreneurs, on se retrouvait à Mossel, moi j'habitais à Villars-Giroux, donc je laisse voir, Mossel, Villars-Giroux, la route pour aller prier 1 heure avec les frères, revenir, ou bien partir après sur des autres destinations. Bref, il y avait plein de choses comme ça, et c'était de l'activisme à un moment donné. Et puis, au bout d'un moment, vous savez, l'ennemi, il a 2 tactiques. Soit il vous freine, et puis là, vous devenez complètement froid, puis voilà, puis il est content. Puis s'il n'arrive pas à vous freiner, ben, il vous pousse en avant, puis alors là, c'est l'autoroute qui est ouverte. Donc pour ça, rester dans son appel, ça veut dire vraiment être là où Dieu veut qu'on soit. Et c'est pour ça que des fois, et ça je dis pas, j'encourage personne à dire non, maintenant je renonce à toutes mes activités dans l'église, et puis etc., etc. On est bien d'accord, on se comprend bien. C'est simplement de dire je veux être là où Dieu veut que je sois et pas dans différentes activités annexes qui finalement font en sorte que ma famille, je ne les vois plus, etc., etc. Aller à l'église, évidemment, et demander à Dieu sa grâce quotidienne, ça on peut le faire sans autre, et puis prendre du temps avec Jésus. Et là, il y a aussi un verset que j'aime bien, qui traduit un peu ça, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. À notre époque, et notamment en Suisse, où je ne sais pas si c'est moi qui ai cette impression, mais quand je discute avec mes collaborateurs aussi, ils me disent, mais on vit dans un monde de fous, on n'arrête pas de courir, on
on arrive à la fin de la semaine, le week-end, il faut que ça soit chargé, il faut qu'on soit occupé, etc. Et puis quand on va en ville, on voit les gens, ils n'arrêtent pas de courir. Moi, j'ai été frappé l'année passée, quand j'étais revenu de vacances, d'arriver à la gare de Fribourg. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Je revenais depuis l'Espagne. Vous direz, bon, là-bas, ils ont un autre rythme. Mais j'avais l'impression de débarquer, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement quelque part. Tous les gens couraient de tous les sens. Alors, je pense qu'il est important de s'interroger sur le véritable sens de notre vie. Est-ce qu'on est destiné à vivre pour travailler, à s'agiter, à courir, à stresser pour tout, pour rien, à être sans cesse en compétition, à être rentable à tout prix, et puis à écraser notre prochain à toutes circonstances? C'est un peu ça, hein, ce qui se passe malheureusement quand on voit dans certains domaines, notamment de la vente. C'est terrible, moi j'y ai vécu, mais chaque mois, vous avez, maintenant c'est encore pire, parce qu'ils peuvent voir sur Internet, intranet les classements de chacun des vendeurs, etc. Chaque fois mettre la pression, des objectifs de plus en plus hauts. Et puis même avec la crise qu'on traverse depuis une année, vous voyez le nombre d'entreprises temporaires qui ont fermé leurs portes à Fribourg. Ou bien le nombre d'entreprises temporaires qui ont dû vraiment mettre du personnel loin. Énorme, énorme. Alors c'est vrai qu'il y a des questions des fois qu'on oublie de se poser, c'est pourquoi, ou plutôt pour quelle raison suis-je sur cette terre? Quelle est ma mission? Quel est mon rôle sur cette terre? Quel est le sens de ma vie ou quel est le sens de la vie? Et d'où est-ce que je viens et où est-ce que je vais? Donc, si on prend le temps de nous arrêter, de nous reposer dans un endroit qui est calme, et puis de nous poser ces vraies questions, je pense qu'on peut pas mal éviter de passer par un repos forcé, ce qui a été mon cas. Parce que le prix à payer, je peux vous le dire, en ce qui me concerne, il était vraiment élevé. Quelque temps avant que j'aie mon burn-out, j'avais toujours une chose que je notais dans mon agenda. Une fois par mois, je barrais et je mettais rendez-vous avec Jésus. Et là, j'allais à Oron. À l'époque, je fréquentais donc cette assemblée. Et j'avais une salle dans laquelle je pouvais aller prier, une salle dans laquelle je pouvais prendre du temps. Mon ex-épouse, elle savait que je partais le matin comme pour aller travailler, que j'arrivais là-bas et que je pouvais rentrer à 11h, mais je pouvais rentrer à 3h, je pouvais rentrer à 6h, je ne mangeais rien. C'était une journée en principe de jeûne. Donc, je n'avais pas trouvé vraiment ce que le Seigneur avait pour moi. Et ça, je l'ai toujours fait pendant que j'étais à mon compte. Et c'était vraiment important. Et là, pourtant, pour vous dire jusqu'où je poussais pour avoir vraiment les portes ouvertes par le Seigneur, pour me dire oui, ça c'est juste, ça c'est pas juste, etc. Eh bien, finalement, je me suis rendu compte que peut-être des fois, j'ai peut-être interprété certaines choses aussi. Donc c'est pour ça qu'il est important des fois, si on reçoit une chose, de pouvoir le partager des fois aussi avec d'autres, et puis de demander aussi d'avoir un bon retour, et pas faire peut-être des choses n'importe comment. Alors ça, je vous encourage vraiment aussi par rapport à ça. C'est vrai que depuis que j'ai vécu cette épreuve, je sais que plus rien ne pourra être la même chose dans ma vie parce que, premièrement, j'ai appris à travailler pour vivre. Ça, c'est fondamental parce que si on vit pour travailler, on voit qu'à un moment donné, ça joue pas. J'ai appris aussi à vivre sans montre. Ce soir, je n'ai pas de montre. Bon, je sais qu'il y a toujours une pendule ici, il y en a une. Des fois, quand j'ai mon téléphone portable, quand c'est professionnel, je l'ai toujours. À la maison, je ne l'ai pratiquement jamais. Mais à la maison, vous avez toujours l'ordinateur qui vous donne l'heure. Il y a toujours une pendule dans une... Donc,
n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, je me suis rendu compte que je ne suis jamais arrivé en retard nulle part, même sans montre. C'est-à-dire qu'avant, il fallait sans arrêt pousser. Alors, j'avais aussi un téléphone portable, j'étais accro. Je téléphonais aux clients depuis ma voiture. Je me vois encore dans ma voiture avec les dossiers sur les genoux. Bonjour, clac, clac. Et puis, voilà, bon, j'arrive, c'est par où que je dois passer, etc. Et puis, encore mieux, des SMS sur l'autoroute. Alors ça, déconseillé vivement. Donc, pour vous dire à quel point j'étais pris dans ce truc. Et puis à l'époque, évidemment, je disais souvent, je vais vite là, je vais vite ici, c'est la maladie de la va-vite. Je vais vite aux toilettes, je vais vite à la poste, je vais vite chez un tel, je vais vite faire ça. J'ai appris à dire non. Mon directeur, que ce soit n'importe qui, mon pasteur, bon ça va encore pour le moment. Mais c'est vrai que ça c'est important. Parce que à force de toujours dire oui, on n'est plus respecté. Ça, je l'ai appris aussi à mes dépens et je l'ai vu en traversant cette épreuve. Toutes les personnes avec qui avant j'étais toujours oui, etc. Et puis je rends un service, etc. Ben, ces personnes, elles sont parties directement. Elles ne sont plus revenues. J'ai également appris à mieux communiquer. Communiquer pas simplement dans l'entreprise, mais aussi avec les autres personnes que je côtoie. Et puis évidemment, ce qui est important, si on a un conjoint, de communiquer avec son conjoint. Puis à oser me remettre davantage en question, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que des fois, ça peut monter un petit peu à la tête, quand tout va bien, etc. Et puis on se dit, ouais, bon, finalement, il n'y a que moi qui ai raison. Après, on se dit, comme un certain général, la seule fois que j'ai cru que j'avais eu tort, j'avais quand même raison. Après, il est important aussi de déterminer ses priorités. Alors ça, c'est pas toujours facile, surtout au travail, quand vous arrivez le matin et puis que vous recevez le courrier. Parce que moi, il y a tout qui passe par moi. Les courriers, les factures, il n'y a rien qui est distribué sans que j'aie dit où ça va, ou sans que j'aie mis un timbre sur les factures ou quoi que ce soit. Et puis après, il y a tout le travail encore qui reste là. Donc il faut savoir effectivement dire, OK, je dois faire ça, puis après ça, puis après ça. Gérer son stress aussi, parce qu'il y a des jours, c'est vrai qu'avec la fonction que j'occupe, être moins perfectionniste. Ça, j'ai appris. De temps en temps, comme je l'ai dit, j'ai des rechutes. Alors je fais attention quand je me dis, ouh là, tu vas trop loin. Attention, ça suffit. Et puis après, s'il faut aller plus loin dans un projet ou comme ça, on peut le développer. Apprendre à connaître ses limites aussi. Donc, c'est ce qui fait la force des managers. Vous savez, un bon chef, un bon responsable, ce n'est pas celui qui sait tout, qui connaît tout. C'est la personne qui sait s'entourer aussi des éléments dans son entreprise. Il sait que celle-là, elle est performante pour ça, celui-ci pour cela, etc., etc. Et puis de prendre toutes je dirais, de faire une synergie carrément avec ces personnes. Et puis la seule chose qui nous reste à faire, nous, c'est de dire, OK, on commence là, on donne un délai, etc. Après, on supervise, etc. Mais on n'est pas obligé de tout connaître. Et puis aussi savoir déléguer. Ça, c'est une chose qui est importante parce qu'avant, je me rendais compte que je déléguais pas assez. Pourquoi? Parce que je me disais, bon, est-ce qu'elle va vraiment réussir à faire ce travail dans le temps que je lui ai demandé de faire? Donc, c'est un manque de confiance vis-à-vis de l'autre personne. Et puis, ce manque de confiance, il est vraiment ressenti. Alors, là aussi, c'est un autre psaume que j'ai à cœur et vous pourrez le lire à la maison, tranquillement, c'est le 143. Et je dirais, c'est un frère, une fois, qui m'a dit, tu sais qu'il existe un psaume sur le burn-out dans la Bible? Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est le psaume 143. Tu liras les versets 4 à 9. Je ne vous les lis pas ce soir, ceux-là, parce qu'ils ne sont pas géniaux. Dans le sens, c'est vrai, ça reprend ce que j'ai dit avant. Par contre, c'est le verset 10. Fais-moi dès le matin, 8. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Et l'autre, enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie.
ou sur la voie droite, ça dépend de la traduction qu'on a utilisée. Mais c'est vrai que c'est ça qu'il faut retenir. Vous me direz, mais le retour au travail, ça se passe comment? Alors, je vous dirais que, pour ce qui me concerne, la plupart des personnes que je connais, ils ont carrément, radicalement changé de travail. Avant qu'il y ait la prévention que dans les entreprises, les gens... moi, mon conseiller AI m'a expliqué une fois, il a un gars qui était informaticien, donc il était vraiment très élevé dans un poste informatique. Il lui a dit, écoutez, je peux travailler où vous voulez, mais sans PC. Je ne peux plus voir de PC. À la maison, je l'ai balancé, il n'existe plus. Au travail, je ne peux plus travailler avec un PC. Alors, ce n'est pas évident hein, pour un conseiller de dire à l'époque actuelle, travailler sans PC, à part aller ramasser dans les champs, je ne sais pas, puis encore un agriculteur, il a aussi un PC à la maison pour faire ses comptes et tout, donc ce n'est pas tellement la bonne solution. Alors, voilà, donc il y a des gens, ils doivent changer totalement d'orientation professionnelle. Et puis, je dirais que pour moi, c'était aussi mon cas, puisqu'avant, j'ai eu ce parcours un peu atypique. Bon, je suis resté dans le commerce, mais apprentissage de banque, transitaire, après dans une maison américaine, import-export, après les assurances, et puis enfin, ressources humaines. Donc, c'est vrai que pour arriver là, il y a d'autres voies hein, pour arriver dans les ressources humaines. Et puis, c'est vrai que quand je sens que je deviens trop stressé, alors j'hésite pas d'aller prendre l'air. Pendant quelques minutes, je quitte mon bureau, je vais boire un café, un jus, n'importe quoi. Et puis après 15-20 minutes, je sais que je peux rentrer et puis nouveau être d'attaque. Puis si ce n'est pas le cas, je rentre à la maison tout simplement. Mon directeur, par contre, il est au courant de ce que j'ai vécu et il est très, très, je dirais, sensible au burn-out, à tout ce qui touche le burn-out. Alors là, il comprend parfaitement. Donc c'est vrai que si je me sens fatigué, j'hésite pas. Et puis de toute façon, il faut se dire une chose, c'est que les personnes irremplaçables, il y en a plein les cimetières. Donc moi j'ai vu, quand je suis arrivé au service des autoroutes, il y a plusieurs personnes qui ont dû quitter parce qu'on a une nouvelle structure qui est mise en place depuis le 1er janvier 2008. Il y a une filiale qui s'est ouverte à Estavayer-le-Lac. Il y a 5 filiales qui sont ouvertes en Suisse. Et il y a des collaborateurs qui ont dû quitter Fribourg pour aller à Estavayer. Et là-dedans, il y avait des chefs de projet, donc des ingénieurs, des personnes qui maîtrisaient bien certaines choses. Et puis d'autres aussi qui sont partis, soit à Berne, un autre qui est devenu ingénieur cantonal ici à Fribourg maintenant. Enfin bref, il y a eu plus de 20 personnes qui sont parties en l'espace de 18 mois, 2 ans, comme ça. Alors je laisse voir comment j'ai dû pédaler pour aller chercher des personnes pour remplacer déjà au niveau administratif celles qui étaient loin. Et puis après, trouver des solutions pour que ces ingénieurs, on n'ait pas à faire sans arrêt à eux ou quoi que ce soit, trouver à l'interne, à l'externe, trouver des mandataires qui puissent venir. Donc c'est vrai que c'était pas triste. Ne pas perdre des yeux, effectivement, aussi les objectifs qui sont importants, c'est d'abord de faire confiance à Dieu. Et puis écouter aussi son corps. Moi, j'écoute mon corps quand je commence à avoir des choses qui se crispent ici, le dos, la petite lampe rouge qui s'allume, et puis la petite voix qui me dit stop. Là, c'est déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Alors là, je fais très attention et puis je dis, OK, j'ai besoin de me reposer, allons pas plus loin. Et puis, contrairement aussi avant mon burn-out, je ne me livre pas au-delà de ce que je pouvais faire. Avant, je me livrais sans mesure. Et puis maintenant, je dis, OK, je conserve une partie de mes énergies pour ma famille. J'ai un petit garçon maintenant qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Donc ça y va. J'ai plus 28 ans. Et puis c'est vrai que il demande beaucoup d'attention aussi. Et puis bon, on a aussi un conjoint il faut aussi passer un peu de temps quand même avec, l'écouter. Vous connaissez des femmes, il faut les écouter. Les hommes, ils aiment bien. En arrivant, c'est vrai, c'est pas une histoire comme ça, mais les hommes, quand ils rentrent à la maison, je me suis rendu compte, il leur faut un certain temps. Je pensais que j'étais le seul au début. Je me suis dit, c'est bizarre, mais quand je rentre à la maison, pendant 30 minutes, 3/4 d'heure, il faut qu'on me fiche la paix. Il faut que je puisse être dans mon coin, ma petite caverne, etc., tranquille. Puis après, je peux discuter. Surtout si je dois conduire. Si je conduis. Si je suis en train, ça va un peu décompresser.
Puis les femmes, elles aiment bien pouvoir parler directement, dire qu'est-ce qu'elles ont fait de la journée, etc. Surtout si elles sont restées la journée avec un petit gamin, et puis ouais, il y a le mari qui rentre, maintenant on va lui dire qu'est-ce qui n'a pas été, puis on va parler de ci et de ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident de trouver de bon équilibre. Alors là, il faut aussi être attentif à ça, c'est que maintenant j'essaie de réduire un petit peu ce temps, et puis d'être plus présent aussi après avec mon épouse et mon enfant. Et puis surtout aussi, alors il y a une chose, alors j'accorde vraiment plus beaucoup d'importance, pour ne pas dire aucune, aux critiques négatives, vraiment quand c'est pour descendre des autres. Voir aux opinions, parce que si ça vient de quelqu'un que je respecte, à qui j'ai confiance, je me dis ok, il y a peut-être des choses à voir, mais j'ai aussi appris que mes propres valeurs, même si elles sont différentes, eh bien, elles ont quand même une certaine importance aussi, et puis que je n'ai pas chaque fois à me laisser descendre. J'évite aussi la compagnie des gens qui remettent systématiquement toutes ces valeurs en question et puis qui considèrent des fois comme ce qu'on appelle un maillon faible. Et puis il y a aussi toute la catégorie des gens que j'appelle ici les CDD, confréries du découragement, puis les CDI, confréries des insatisfaits. Donc dans le domaine des ressources humaines, c'est tout à fait la même chose. C'est des contrats à durée déterminée pour le premier, ou bien les contrats à durée déterminée, puis durée indéterminée. Alors, c'est vrai, ça, c'est horreur, quoi. Il y a des gens, mais sans arrêt, vous entendez à la pause, la seule chose qu'ils savent dire, c'est que du mal, que du négatif, etc. Alors, ces gens-là... Alors, il faut savoir s'entourer, effectivement, de gens qui sont plaisants, qui sont positifs, qui sont heureux, personnes qui font du bien. Non, mais c'est vrai que, par le passé, j'ai tellement donné pour des personnes... de tout milieu. Là, je ne fais pas que ça soit dans... Il n'y a pas de profession type, il n'y a pas de personnage type. Il y a toujours des gens qui sont là pour prendre... Quand vous donnez ça, ils vous prennent ça, puis après ils vous prennent ça. Puis en retour, zéro. Alors, je me suis tellement laissé avoir que maintenant, c'est fini. Et puis, j'arrête aussi de chercher des fois la petite bête, de savoir pourquoi celui-ci se comporte comme ça, etc., etc. Parce qu'on n'avance pas beaucoup et puis ce n'est pas important finalement. Et puis il faut aussi savoir s'offrir de temps en temps de petites récompenses parce que... Et puis oser... Ouais, on peut dire des fois oser se féliciter pour certaines choses. On se dit c'est vrai, j'ai réussi ça, ben, c'est quand même sympa, quoi. Merci, surtout merci Seigneur, parce que toute la gloire pour lui, pour commencer, ça c'est clair. J'avais cette image de mon pasteur à Oran, qui était super, parce qu'il disait, toute la journée, je reçois des compliments, puis je les prends comme des fleurs, comme une belle rose, encore une belle rose, etc. Et puis le soir, ça me fait un bouquet, puis ce bouquet, je le présente au Seigneur, puis je dis merci Seigneur pour ces roses, pour tous ces compliments. Je trouve que c'est magnifique. Alors c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un réel changement qui doit être opéré. Ça veut dire qu'il y a un changement d'environnement de travail qui est fait actuellement dans les entreprises pour éviter que les gens repartent dans un burn-out. Il y a carrément le changement de travail qu'on a vu tout à l'heure, le changement d'orientation professionnelle, mais aussi le changement de mode de vie, un changement de direction. Donc c'est presque comme une conversion, on change des fois radicalement, des fois de direction par rapport à ce qu'on vivait avant. Avant, on vivait ça, maintenant c'est fini. Un changement de philosophie et puis un changement aussi de vision du monde. Alors là, avant de terminer, j'aimerais juste dire quelque chose ici par rapport à Dieu, pour sa bonté, sa patience, et puis aussi ces changements qu'il a opérés dans ma vie professionnelle, parce que si on m'avait dit il y a ne serait-ce que 3 ans en arrière que je serais un jour responsable du personnel, et puis qu'en plus de ça, ça serait à Fribourg, et que oui, je n'avais pas besoin de faire des dizaines de kilomètres, parce que j'avais dû aller me présenter une fois au LOC, la chaux de fond, tout ça. Alors c'est vrai que ce n'est pas la porte à côté. Et puis c'est vrai que là, je peux dire que je lui dois tout, parce que c'est vraiment lui qui m'a donné un sens à ma vie, et puis qui m'a permis de sortir de ce burn-out, de changer ma façon de penser aussi, même qu'avant j'étais dans le Seigneur, mais là vraiment je vois les choses encore différemment. Et puis j'espère simplement aussi que ces différentes explications ce soir ont pu vous donner une meilleure compréhension aussi de ce que c'est le burn-out.
Il faut savoir aussi que si dans votre entourage, vous avez des gens qui sont en plein tourbillon de cette maladie ou même d'une dépression aussi, eh bien, il faut savoir qu'une tempête, un ouragan, un cyclone, peu importe, un jour ou l'autre, ça s'arrête et puis qu'il y a le soleil qui va à nouveau briller. Ça, on peut le voir. Et puis, on le voit aussi dans la Bible, parce que, souvenez-vous, les disciples sur la barque, Jésus qui dormait tranquillement, et puis tout d'un coup, paf, ça s'est calmé. Alors, parce que c'est lui qui a pris les choses en main, mais j'entends, c'est vrai que quand on voit ici, on voit le nombre de catastrophes qui se passent tous les jours, la télévision nous fait une liste longue comme ça, eh bien, on se rend compte qu'après, il y a une guerre, elle s'arrête. Alors, par endroits, ça recommence tout de suite derrière, mais en principe, ce qui est au niveau de la nature, il y a un moment donné, un tsunami, ça s'est arrêté, un cyclone, ça s'est arrêté. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des graves dégâts, mais pendant ce temps, il faut savoir qu'un jour, on peut arriver à s'en sortir. J'ai appris aussi dernièrement que la gestation moyenne d'un burn-out est de 9 mois. C'est pour ça que je parle de gestation. Donc, en fait, c'est comme une grossesse. Parfois, elle peut être difficile, mais en fait, ce qui va déterminer l'accouchement, c'est surtout la manière dont la grossesse va être gérée. Donc, elle aura été gérée par la personne qui l'a traversée. Je citerai une psychologue, Marie Bérubé, qui dit « S'assurer d'avoir bien compris les raisons qui ont mené à l'épuisement est essentiel. Prendre le temps nécessaire pour refaire son énergie et soigner son corps l'est tout autant. S'entourer de toute l'aide nécessaire et poser ses exigences lorsqu'on connaît mieux est un acte de prévention qui tiendra loin de toute récidive. Travailler jour après jour à garder une bonne estime de soi est une sorte de passeport pour le mieux-être. Et surtout, il faut rester vigilant à tous les signes physiques comme psychologiques qui sont autant de lumières rouges qui invitent à agir avant qu'il soit trop tard. » Alors c'est vrai que, moi je parlais tout à l'heure de cette lampe rouge. Vous savez, une voiture, quand vous avez la lampe qui commence à clignoter pour l'essence ou comme ça, on peut rouler encore quelques kilomètres, puis après se dire, ouais, ok, puis d'un coup, même si on tombe en panne, c'est pas grave, on remet de l'essence, ça redémarre tout de suite en principe, ou après 30 secondes, 1 minute, si elle n'est pas trop noyée, c'est bon. Mais là, ce n'est pas possible. Alors, la lampe rouge, quand elle commence à clignoter, il ne faut pas attendre qu'elle reste sur le voyant rouge, 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 parce que là, souvent, c'est trop tard. Pour finaliser la suite, et surtout la fin des pas dans le sable, cette petite histoire que je vous ai racontée au départ, eh bien, voici la fin. Et le Seigneur me répondit, « Mon fils, je t'aime. J'ai dit que je serais avec toi durant toute promenade et que je ne te laisserai pas une seule minute et je ne t'ai pas abandonné. Les jours où tu as vu à peine une trace sur le sol furent des jours où je t'ai porté. » Et ça, c'est un poète brésilien, Ademar de Barros, qui a écrit ça. Et ça résume vraiment cette histoire, parce que je peux vous dire, quand vous êtes dans cet état, vous vous dites, mais Seigneur, quand étais-tu là, quoi, en fait? Et puis quand on voit cette seule trace de pas, on se dit, mais purée, il n'y a que moi qui ai marché. Mais non, c'est pas vrai. Il était là avec nous. Alors, vous trouverez aussi sur la feuille que vous pouvez prendre, certains ont déjà pris, c'est les différents sites internet que je vous invite à les visiter si vous avez des personnes qui sont dans cette passe, ou si vous-même vous vous dites, ouh là là, après ce qu'il m'a raconté ce soir, peut-être que j'allais faire un petit saut. Vous verrez qu'il y a des sites qui sont vraiment importants et je dirais aussi avec des témoignages qui sont aussi assez bouleversants.